Autre question, toujours de Silveric. À force de te pencher sur le sujet du voyage, n'as-tu pas l'impression que notre planète est de plus en plus petite, qu'il n'y a plus rien à découvrir, qu'au final voyager est devenu incroyablement banal, que l'aventure en voyage ne se résume qu'à des galères de transport ou d'hébergement? J'y vais un peu fort avec ces questions, mais c'est un peu le sentiment qui me vient à force de lire des récits de voyageurs lors de ma préparation de mon futur gros trip. Alors déjà, il faudra que tu me parles de ce futur gros trip, je suis impatient de voir ce que tu nous prépares. Excellente question, je suis très content que tu la poses, parce que c'est un sujet que je trouve hyper important dans le voyage. Je t'offre une bière quand tu veux, rien que pour te remercier de m'avoir posé cette question-là et me laisser pouvoir en parler du coup. Tu sais quoi, je vais d'ailleurs en profiter, et tu sais, c'est le truc un peu classe quand on te pose une question, qu'est-ce que tu fais? Tu cites un bouquin super fort que tout le monde fait semblant de connaître, et comme ça donne à ta réponse un truc de fou, quoi. Voilà, et du coup, j'ai trouvé le truc qui est pile par rapport à ta question. Je vais lire, c'est un peu long, mais vous verrez, c'est hyper bien fait. Je vais pas vous dire qui a écrit ce bouquin, ni à quelle date il a été écrit. Je vais vous le dire après. C'est génial. Alors, je commence ma citation, qui commence un peu au milieu du texte. Je choisis, au hasard, un nom tout confit encore de prestige par la légende. Lahore. Un terrain d'aviation dans une banlieue imprécise, d'interminables aventures plantées d'arbres, bordées de villas. Dans un enclos, un hôtel, évocateur de quelques haras normands, aligne plusieurs bâtiments tous pareils, dont les portes de plein pied juxtaposées comme autant de petites écuries, donnent accès à des appartements identiques. Salon par devant, cabinet de toilette par derrière, chambre à coucher au milieu. 1 kilomètre d'avenue conduit à une place de sous-préfecture d'où partent d'autres avenues bordées de rares boutiques. Pharmaciens, photographes, libraires, horlogers. Prisonnier de cette vastité insignifiante, mon but me paraît déjà hors de portée. Où est-il, ce vieux, ce vrai Lahore? Pour l'atteindre, à l'extrémité de cette banlieue maladroitement implantée et déjà décrépite, il faut encore parcourir 1 kilomètre de bazar et une joaillerie à la portée des petites bourses, qui travaillent à la scie mécanique à un nord de l'épaisseur du fer blanc, voisine avec des cosmétiques, les médicaments, les matières plastiques d'importation. Vais-je enfin le tenir dans ces ruelles ombreuses où je dois m'effacer le long des murs pour faire place aux troupeaux de moutons à la toison teinte de bleu et de rose, et aux buffles, chacun gros comme 3 vaches, qui vous bousculent amicalement, mais plus souvent encore au camion? Devant ces boiseries croulantes et rongées par les ans? Je pourrais deviner leurs dentelles et leurs ciselures si la borne en était interdite par la toile d'araignée métallique que lance, d'un mur à l'autre et par toute la vieille ville, une installation électrique bâclée. De temps en temps aussi, certes, pour quelques secondes, sur quelques mètres, une image, un écho surnageant du fond des âges. Dans la ruelle des batteurs d'or et d'argent, le carillonnement placide et clair que ferait un xylophone frappé distraitement par un génie aux 1000 bras. J'en sors pour tomber aussitôt dans de vastes tracés d'avenues coupant brutalement les décombres, dus aux émeutes récentes, de maisons vieilles de 500 ans, mais si souvent détruites et réparées que leur indicible vétusté n'a plus d'âge. Tel je me reconnais, voyageur, archéologue de l'espace, cherchant vainement à reconstituer l'exotisme à l'aide de parcelles et de débris. Alors, insidieusement, l'illusion commence à tisser ses pièges. Je voudrais avoir vécu au temps des vrais voyages, qu'on s'offrait dans toute sa splendeur un spectacle non encore gâché, contaminé et maudit, n'avoir pas franchi cette enceinte moi-même, mais comme Bernier, Tavernier, Manucci. Une fois entamé, le jeu de conjecture n'a plus de fin. Quand fallait-il voir l'Inde? À quelle époque l'étude des sauvages brésiliens pouvait-elle apporter la satisfaction la plus pure, les faire connaître sous la forme la moins altérée? Eût-il mieux valu arriver à Rio au XVIIIe siècle avec Bougainville, ou au XVIe avec Léry et Tevet? Chaque lustre en arrière me permet de sauver une coutume, de gagner une fête, de partager une croyance supplémentaire. Mais je connais trop les textes pour ne pas savoir qu'en m'enlevant un siècle, je renonce du même coup à des informations et à des curiosités propres à enrichir ma réflexion. Et voici, devant moi, le cercle infranchissable. Moins les cultures humaines étaient en mesure de communiquer entre elles, et donc de se corrompre par leur contact, moins aussi leurs émissaires respectifs étaient capables de percevoir la richesse et la signification de cette diversité. En fin de compte, je suis prisonnier d'une alternative. Tantôt voyageur ancien, confronté à un prodigieux spectacle dont tout ou presque lui échappait, pire encore inspiré raillerie et dégoût, tantôt voyageur moderne, courant après les vestiges d'une réalité disparue. Sur ces 2 tableaux, je perds, et plus qu'il ne semble. Car moi qui gémis devant des ombres, ne suis-je pas imperméable au vrai spectacle qui prend forme en cet instant, mais pour l'observation duquel mon degré d'humanité manque encore du sens requis? Dans quelques centaines d'années,
en ce même lieu, un autre voyageur, aussi désespéré que moi, pleura la disparition de ce que j'aurais pu voir et qui m'a échappé. Victime d'une double infirmité, tout ce que j'aperçois me blesse, et je me reproche sans relâche de ne pas regarder assez. Pas mal, non? Un peu plus loin, il cite Chateaubriand qui dit « Chaque homme porte en lui un monde composé de tout ce qu'il a vu et aimé, et où il rentre sans cesse, alors même qu'il parcourt et semble habiter un monde étranger. » Pas mal, non? Vous voulez savoir qui l'a écrit? Claude Lévi-Strauss. Une idée de l'époque de laquelle il parle? Le livre il est édité en 1955, c'est vraisemblablement dans les années 40 qu'il a été voir à Lahore, j'ai pas de date plus précise, malgré mes recherches j'ai pas trouvé. Je trouve que cette réflexion elle rejoint bien ta question justement, est-ce qu'aujourd'hui tout est découvert? Au niveau ville et grands endroits, oui, certainement. Et alors, est-ce que c'était mieux avant? Pas sûr. En tout cas, Lévi-Strauss il se pose la question, quel est le bon moment pour visiter un endroit? Ma réflexion personnelle, maintenant, après cette citation, déjà la découverte. Pour moi, c'est quelque chose de surfait et de surtout très faux. Les grands découvreurs sont surtout des communicants ou des symboles européens. On ne découvre pas l'Amérique ou on ne découvre pas Angkor Wat, c'était déjà là avant. Donc personnellement, je me fiche bien qu'il y ait encore ou pas des choses à découvrir. Pour moi, tout ce que je vois pour la première fois, c'est une découverte, qu'importe si je suis le premier ou non. Tu as posé des questions sur le cinéma avant et ça va m'aider à prendre un exemple pour t'expliquer le truc. L'autre jour, j'ai été voir le nouveau Godzilla. Même si j'ai trouvé qu'il y avait des trucs un peu idiots, j'ai aimé et certaines images, elles m'ont vraiment scotché à l'écran, c'est incroyable. Tu sais à combien est-ce qu'ils sont au box-office? Alors actuellement, aujourd'hui, ils sont à 330 millions de dollars. Je suis donc pas du tout le premier à l'avoir vu, je n'étais même pas le seul dans la salle au moment où je l'ai vu, et des milliers de gens vont encore le voir après moi. Mais j'ai adoré. Le voyage, c'est exactement la même chose. Quelle importance de savoir que l'endroit où tu es, il a déjà été foulé par des centaines de milliers de touristes et sera encore foulé par des centaines de milliers de touristes. Tu prends ton pied, c'est le principal. Le reste, tu t'en fiches. Tu parles de banalité et de manque des découvertes. Je vais prendre un autre exemple, toujours par rapport au cinéma. Imagine que tu vas aller voir le dernier X-Men, qui est pas trop mal. Avant la séance, tu vas voir les 15 trailers différents qui sont sortis, tu vas voir les scènes ajoutées qui ont été à la fin d'autres films, etc. Tu vas lire le synopsis, tu lis les interviews du réalisateur, tu lis les interviews des acteurs, tu vas peut-être même lire les critiques de la presse qui sont déjà sorties. Ensuite, tu vas voir ton film. En sortant, tu te dis ouais, le film, franchement, il y avait aucune surprise, je savais déjà tout, il y avait aucune découverte, je suis déçu, c'est naze, quoi. Tu me vois venir avec mon raisonnement, hein. Ne vous spoilez pas avant le voyage. Actuellement, entre les cartes en 3D, les reportages, les documentaires, les photos et les vidéos en HD qu'on peut voir un peu partout, tu peux littéralement voyager devant un écran. Et je suis clairement pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas voyager, parce qu'elles n'ont pas les moyens, parce qu'elles n'ont pas la santé, parce que c'est pas le bon moment, parce qu'elles travaillent trop, parce qu'elles ont une famille qui les accapare, pour plein de raisons, elles ne peuvent pas voyager, et ben voyager par procuration, c'est pas la même chose que le voyage, mais c'est déjà beaucoup mieux que de regarder un truc à la con à la télé, donc je suis pour. Mais, pour le voyageur, c'est très dangereux. C'est peut-être de là que te vient l'idée qu'il n'y a plus rien à découvrir, mais c'est complètement faux. Cette avalanche d'images, ça te coupe le plus important qui est l'imagination. C'est justement la force du livre et de l'audio, je pense, c'est de te permettre de t'imaginer un endroit, d'en parler sans te le montrer, et du coup de te donner assez d'infos pour que tu aies envie d'y aller, mais pas assez d'infos pour que tu ne sois pas surpris quand tu y sois. Donc si t'as l'impression d'avoir tout vu avant même de voyager, c'est peut-être justement que t'as abusé de vidéos, que t'as abusé de lectures, que t'as abusé de choses. C'est bien de chercher des conseils, mais c'est aussi bien de ne pas se spoiler le prochain voyage que tu vas faire, parce que justement, effectivement, tu vas arriver dans des endroits que t'auras déjà vus, t'auras déjà entendu les bruits qu'il y a sur place, t'auras déjà eu tout ça, donc c'est vrai que là, peut-être, tu perdras cet aspect de découverte. Mais c'est parce que tu t'es spoilé avant, donc spoil-toi juste avant pour avoir envie, pour pas louper des grands trucs, pour faire attention, mais pas trop pour que ça devienne, lassant. Dernier point, peut-être même le plus important par rapport à cette question, prenons les Philippines, par exemple, où j'ai eu la chance d'aller en début d'année.
À El Nido, tu connais peut-être pas, mais c'est un des coins les plus visités de Palawan. C'est vu dans pas mal de films. Il y a des images qui ont fait le tour du net. Il y a des hôtels en bord de plage. C'est pas encore le tourisme de masse vraiment, mais c'est déjà plus du tout le coin perdu, hein. Un de mes plus beaux souvenirs, à part ma virée en moto, tu veux savoir ce que c'est? Ben, c'est ma discussion avec des jeunes du coin, à quelques mètres de ma guest house. C'était à peu près à 3 heures du matin, à boire du thé au rhum qui s'est transformé gentiment au rhum avec un arrière léger goût de thé. Une très bonne soirée. Deuxième souvenir, toujours aux Philippines, à Palawan, la prison d'Iwail qui est à quelques kilomètres de Puerto Princesa. Il y a beaucoup de locaux qui s'y rendent, il y a même quelques touristes rarement qui y vont, donc c'est pas un coin, tu vois, où il y a personne. Mes deux meilleurs moments à cet endroit-là, ma discussion avec prisonniers et ma rencontre avec une jeune femme philippine, qui était volontaire pour aider au nettoyage de la prison, avec qui j'ai mangé, et puis on a discuté, voilà, de la vie, de la prison, de sa vie, de sa situation personnelle, de plein de choses. Voilà, c'était une discussion hyper intéressante et étonnamment intime, en fait. Mais bref, voilà, une excellente discussion. Troisième exemple, toujours aux Philippines, mais cette fois-ci on n'est plus à Palawan, on est du côté de Banawe et de Batad qui se situent un peu plus en haut de Mani, dans les montagnes, dans les rizières en terrasse. On est dans un petit village, on arrive à la fin du jour, il y a des petits enfants qui jouent au handball, ils me demandent si je veux aller jouer avec eux, du coup je vais jouer avec eux, c'est super marrant, on est les seuls touristes dans le village, hein. Ensuite on passe la soirée à discuter en mangeant, à discuter du riz, des rizières, de la vie des gens sur place, avec un jeune qui était à l'université. On discute de business, on discute de plein de choses, c'était un truc énorme. Et puis bon, j'ai dit que c'était le troisième exemple et que je m'arrêtais, mais quatrième exemple, j'étais à Pékin en bus pour aller à la muraille de Chine, parce que j'avais envie de la voir, hein, j'ai jamais vu la muraille de Chine. Dans le bus, je rencontre deux Chinois qui me disent ah va pas là-bas, on a discuté avec toi, on voit le style de voyageur que t'es, ça va pas t'intéresser, il y a beaucoup trop de touristes, viens skier avec nous, tu verras, il y a beaucoup de moins monde, tu verras plein de Chinois, c'est super fun et tout. Bon ok, je les ai suivis, c'était une journée extraordinaire, le soir on a été manger du canard laqué en plein Pékin, je sais pas où, on s'est promené, c'était extraordinaire cette rencontre avec ces deux Chinois. Tu me vois venir avec ce que je veux dire, certainement non. Le voyage, c'est des rencontres. Et tant qu'il y aura des humains sur Terre autres que toi, chaque voyage sera une découverte, une nouveauté que personne d'autre ne pourra vivre à part toi. Tu iras aux mêmes endroits que moi. Tu verras les mêmes choses, mais tu ne vivras pas les mêmes choses si tu vas à la rencontre des gens. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important quand on voyage, à ne jamais oublier. Les paysages, tout ça, ok, on l'a vu, d'accord, c'est bon, c'est bref. La rencontre, ce sera toujours quelque chose d'exceptionnel. Et puis, après, il faut arrêter aussi avec le tout est pourri par le tourisme et il n'y a plus rien de bien. Tu vois, ça c'est aussi une idée qu'il faut s'enlever de la tête pour ceux qui veulent voyager. Les grands reporters, ils vous diront toujours que ce qu'il faut faire, c'est 500 mètres de plus que tous les autres, dans une direction autre que celle que les gens vont. Par exemple, Sabang aux Philippines, c'est un endroit qui est très visité pour ses grottes où on peut aller en bateau, il y a des rivières souterraines. Chaque jour, c'est des centaines de personnes qui viennent de Puerto Princesa dans des bus qui sont déversés sur le port et qui sont amenés pour voir ces grottes qui sont franchement pas extraordinaires. Bon, c'est nul, il y a plein de gens, t'es au milieu de plein de gens, bof. Mais tu vois, s'il est vrai qu'en partant sur la droite, quand t'es en face de la mer, si tu pars sur la droite, tu vas arriver dans l'hôtel Sheridan, super classe, machin, 5 étoiles, tu te mets au même endroit. Puis au lieu de faire 500 mètres sur la droite, tu fais 500 mètres sur la gauche. Et là, tu sais ce que tu vas voir? Tu vas voir un petit village côtier, philippin, tranquille, avec les mecs qui font un espèce de billard un peu spécial, où les mecs préparent leur coq pour le combat, où les gamins jouent au milieu de la route. Et puis après, tu vas trouver un petit hôtel, tout peinard, avec juste la mer devant toi. Le truc hyper authentique, super calme. Et tu sais quoi, depuis ce point-là, tu fais encore 500 mètres, toujours sur la gauche. Tu vas rentrer dans un coin, j'ai même pas envie d'en parler, si une fois tu vas à Sabang. Tu sauras qu'il faut aller sur la gauche, j'aurais même pas besoin de te dire que c'est là le point où tu dois t'arrêter parce que tu sauras que c'est un endroit extraordinaire. Et puis même, le village. Pendant la journée, c'est un peu bof, il y a plein de touristes et tout ça. Mais autour des 4 heures, comme ça, les mecs se barrent parce qu'ils ont vu leur grotte, ils ont vu ce qu'ils avaient à voir. Et le village, hop, tout tranquille, peinard. Il y a presque plus que des gens du coin, il y a quelques touristes, mais c'est vraiment très cool. Et voilà, t'as ta vie de village, tranquille, et t'es dans un endroit qui est hyper touristique, mais où les gens ne restent pas. Et c'est pour ça que toi, si tu restes, tu vas voir quelque chose de complètement différent. Et justement, il ne tient qu'à nous, en tant que voyageurs, de faire ces 500 mètres pour découvrir une autre réalité.
Quant à l'aventure, on pourrait en parler longtemps, mais il y a des treks qui sont vraiment incroyables à faire, où tu croiseras peu de personnes. La mer, en soi, c'est toujours une aventure, parce que c'est toujours différent. Pas oublier aussi que l'aventure, c'est quelque chose qui a été idéalisé. L'aventure, c'est qui? C'est Indiana Jones. C'est beau au cinéma, en vrai, c'est un peu moins cool quand t'es dans la forêt, que t'as des moustiques partout, des sangsues, que t'es fatigué, que t'as pas à boire, à manger, rien. Bon, c'est peut-être un peu moins fun quand même. Les explorateurs et les colons qui, eux, ont connu vraiment l'aventure comme on l'imagine, il y a des milliers qui en sont morts. Ils sont morts de maladies dégueulasses, ils se sont fait tuer par plein de bestioles bizarres, par les indigènes qui les voulaient pas, tout ça pour une vie qui était plutôt misérable, entre la malnutrition, le danger qui était omniprésent. Franchement, si l'aventure c'est ça, j'ai pas envie de la vivre. Fais un trek en Inde, va faire ton 6000 mètres, tu vas voir, c'est déjà de l'aventure, hein. Va faire, je sais pas, un trek aux Philippines, tu verras quand t'es sangsues et tout le schnitt, en aventure, tu l'auras largement. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça me suffit largement, quoi. Et puis, je vais revenir sur ce qu'a dit Lévi-Strauss, de jamais oublier que le monde est en mouvement. Ceux qui disent c'était mieux avant, c'est ceux qui oublient que le monde est en mouvement. Ce que t'as vu il y a 50 ans, ce sera pas ce que t'as vu aujourd'hui, ce sera pas ce que tu verras dans 50 ans. Quelle est la meilleure époque? J'en sais rien, on s'en fiche. Franchement, il y a plein d'endroits dans le monde où tu aurais été il y a 50 ans ou 100 ans, tu n'aurais rien vu d'intéressant. Maintenant, t'y vas, il y a quelque chose d'intéressant. Et tu sais quoi? Dans 100 ans, ce sera peut-être encore plus intéressant qu'aujourd'hui. Si tu parles de contact de population et tout ça, il y a plein de choses qui se passent actuellement, et tu as l'occasion de voir ça avec tes yeux en vrai. Et comme Lévi-Strauss a dit, dans 100 ans, il y a un mec qui dira « Ah, c'est dégueulasse, c'était mieux avant, et avant, ben c'est maintenant. » Donc profite du moment présent. C'est vrai qu'il y a des endroits qui ont été détruits, c'est vrai qu'il y a des endroits où il y a que des hôtels en béton partout. Fuis ces endroits-là, mais il y en a largement assez d'autres qui sont extraordinaires pour que tu puisses prendre ton plaisir dans ton futur gros trip. Vraiment, ne t'inquiète pas pour ça. C'est plus une vue de l'esprit qu'autre chose. Et voilà, il faut être un voyageur conscient, vivre l'instant présent et tout le chenille. Ça fait un peu philosophique, mais c'est pas si faux que ça. Autre question toujours de Silveric, est-ce que le travail que tu as fourni sur ton podcast a pu t'ouvrir des portes? Sponsor, propositions professionnelles. Alors oui et non, au niveau pro, tu vois, moi je suis mécanicien de précision en Suisse, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le podcast et le voyage, donc ça peut pas vraiment m'aider dans mon travail officiel. Par contre, j'ai mis l'adresse de mon blog sur mon CV, par exemple, et je sais qu'il y a des recruteurs qui m'ont rappelé pour me dire qu'ils avaient été voir ce que c'était génial, que c'était super pro, et que du coup, plutôt que de me proposer des places de mécanicien de base, ils allaient me proposer un peu plus parce qu'ils savent que je peux faire un peu plus. Donc c'est du bénéfice. Sur un CV, ça fait toujours mieux de dire je fais un podcast sur l'anthropologie, je fais un podcast sur le voyage, que dire je suis un fan des Simpsons ou alors je suis un fan de la série Game of Thrones, tu vois. Donc pour ça, pour le niveau personnel, je pense que ça peut aider, mais c'est quand même assez léger vu le genre de place pour lequel je postulerais, quoi. Au niveau sponsor, j'en ai eu un seul et c'était sur l'épisode 40 sur la Thaïlande, qui m'a rapporté 200 €, donc autant te dire que c'est pas extraordinaire et que c'est pas ça qui me fait manger tous les jours. J'ai eu une croisière sur les canaux en France avec mon père et Pierre. Il y a eu un podcast dessus, mais c'est aussi pas non plus avec ça que je mange. J'ai eu des entrées de musées gratuites, par exemple, c'est vrai. Si je pense, avant d'aller dans une ville, à dire, tiens, j'aimerais aller dans votre musée, je suis blogueur, machin, souvent t'as des entrées presse, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, c'est pas extraordinaire non plus. Mais bon, il faut dire aussi que je ne cherche pas activement de sponsor, je suis très mauvais pour ça, et donc c'est pas très étonnant que j'en ai pas non plus. Peut-être qu'avec plus de recherche et une façon un peu professionnelle de trouver de l'argent pour VoyageCast, il y aurait moyen de le faire. On verra pour mon voyage au Canada, là pour mon reportage, j'y vais pendant 3 mois, il y a peut-être moyen de faire des trucs. J'ai quelques contacts, on verra ce que ce sera possible de faire ou pas, mais dans l'absolu, le moteur de VoyageCast au point de vue financier, c'est bien entendu mon métier de mécanicien de précision, qui est un métier que j'aime bien, donc je cherche pas forcément à vivre uniquement de mon blog ou du podcast. J'aime mon métier et j'ai envie de continuer à le faire, même si ça serait pas mauvais de baisser un peu mon pourcentage pour avoir plus de temps pour faire ces activités de blog et de podcast. Ce qui est sûr, c'est que le Jonathan d'il y a 2 ans, qui n'avait pas commencé VoyageCast, était un Jonathan qui savait beaucoup moins de choses, qui savait faire beaucoup moins de choses, et donc en ce sens, j'ai de toute façon gagné. Est-ce qu'un jour ça va rapporter financièrement, ça va m'aider à avoir une place ou non? Ça, on verra, mais je pense que tout ce qu'on fait qui nous améliore au niveau connaissance, au niveau psychologique, à tous les niveaux, c'est de toute façon du gain, c'est de toute façon quelque chose qu'on doit faire,
parce que c'est une amélioration. Mais bon, comme je te dis, j'aime bien mon métier de mécanicien, j'aimerais bien tester la radio et le podcast, ça peut être une passerelle éventuellement, mais c'est un monde qui est très difficile, qui est très compliqué, qui est beaucoup moins libre que celui du podcast, donc peut-être même que ça me plairait pas, j'ai déjà fait des tests et ça m'a pas plu du tout, mais bon voilà, on verra. Mais pour l'instant en tout cas, ça m'a pas rapporté des choses vraiment extraordinaires, mais j'ai pas aucun résultat non plus. Une autre question de Silveric: que penses-tu de ces voyageurs blogueurs qui ont fait de leurs conseils aux voyageurs leur business, PDF payant dispo sur leur site par exemple? Moi je dis pourquoi pas. J'écoutais Mike de Niptech, qui est un podcast que j'aime beaucoup, qui est un vendeur professionnel, donc c'est peut-être pour ça qu'il l'a dit aussi, mais qui a dit qu'on a commencé à donner gratuitement des choses qu'on aurait dû faire payer. Et en l'occurrence, il parlait de podcasts et de blogs. Alors voilà, c'est un vendeur, donc c'est pour ça qu'il le dit, mais je trouve qu'il a pas tout à fait tort. On vit dans un monde qui est capitaliste. Ça, c'est un fait. J'ai pas dit que j'étais pour le capitaliste, j'ai dit qu'on était dans un monde capitaliste. Quand tu vas chercher du pain au boulanger, tu payes. Si tu vas chercher de l'essence pour ta voiture, tu payes. Si tu veux des conseils juridiques, tu payes. Bien ou mal, c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. Le gratuit, voire le tout gratuit, ça fait semblant de renverser ce modèle. Alors qu'on sait tous que c'est des grosses conneries, on dit souvent, c'est une phrase qui revient souvent et qu'il faut toujours avoir en tête, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Autrement dit, si quelque chose est gratuit, c'est que c'est un produit d'appel qui vise à vous faire acheter d'autres choses, ou alors il y a de la publicité, ou on vend vos données, etc. Bref, au fond, il n'y a pas grand-chose. J'ai même la tentation de dire qu'il n'y a rien de gratuit, mais voilà, on peut jamais dire jamais. Mais quand même, fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment 100% gratuit. Les blogueurs et les podcasteurs, ils sont dans le même monde que vous. On doit tout payer, comme vous. On prend du temps à faire nos podcasts et nos articles, du temps qu'on prend sur nos activités personnelles, voire même professionnelles. On achète du matériel, on a un hébergement web, un nom de domaine, bref, on dépense de l'argent. Alors je vais prendre l'exemple d'Anthropodcast, qui est mon nouveau podcast sur l'anthropologie, qui est sorti pas plus tard que la semaine passée, et j'ai sorti un épisode, il y en a 3 autres qui sont déjà enregistrés. Alors c'est pas pour vous demander de l'argent ou n'importe quoi, c'est juste pour que vous, en tant qu'auditeur, vous n'imaginez pas forcément l'argent que représente un podcast ou que représente un blog, et c'est bien, je trouve aussi une fois, de mettre une valeur monétaire sur ce qu'on fait, pour que vous sachiez ce que ça vaut. Alors pour prendre cet exemple d'Anthropodcast par exemple, l'hébergement, comme j'utilise le même pour mon blog VoyageCast et aussi pour aider des amis, on va dire que ça fait 20 € par année à peu près. Le nom de domaine, c'est 16 € par année. L'hébergement chez Blueberry, qui est l'hébergeur qui permet de mettre les podcasts et de les rendre disponibles à tout le monde facilement, machin et tout, ça fait à peu près 120 € à l'année. Jusque-là, ça fait pas grand-chose, mais si j'ajoute les 2 micros pour les interviews, qui sont 2 Rode M3, ça fait un peu plus de 200 €. L'enregistreur Zoom H6 où se branchent les micros pour que j'enregistre le podcast quand je suis chez les gens, ça coûte 370 €. Pour les 4 premiers épisodes, j'ai été jusqu'à Strasbourg pour rencontrer Franck Michel. Le train, ça m'a coûté à peu près 80 €. Bon, après, j'étais là-bas, il m'a hébergé, il a été extrêmement hospitalier, donc c'est là que s'arrêtent mes dépenses. D'ailleurs, je le remercie pour ça, c'est vraiment un amour avec sa femme. Quoi qu'il en soit, j'ai pris un jour de congé pour aller le voir, justement, soit une perte, si j'avais travaillé, d'à peu près 200 €. On arrive à 1006 € pour 4 épisodes. Alors je vous rassure, il faut pas que vous disiez « Ah, c'est horrible ». Le matériel, je l'avais déjà, donc j'utilise pour beaucoup d'autres choses, donc c'est rentabilisé, on va dire. Mais si j'avais commencé un nouveau podcast, ça aurait pu être les dépenses que j'aurais faites. Alors j'aurais pu acheter du matériel plus bas qualité, etc. Mais ça, on va dire que c'est de qualité moyenne, et ça représente déjà un certain argent. Par exemple, sur l'année, sur Anthropodcast, donc le podcast sur l'anthropologie, je compte aller voir les anthropologues en direct. C'est beaucoup plus facile d'avoir un bon son, ça permet aussi d'avoir un contact visuel, etc. C'est très bien. Et même si je me contente de Lausanne et de Fribourg, qui ont des bonnes chaires en anthropologie, ça me fait quand même à peu près 50 € de train pour 4 épisodes, qui veut dire à peu près un budget de 300 € de train par année. Alors voilà, c'est juste pour vous dire, les choses que vous écoutez, c'est pas parce que vous les payez pas qu'elles sont pour autant gratuites, c'est que quelqu'un d'autre les paye, et en l'occurrence, c'est moi qui les paye. Alors je vous rassure, je ne mange pas des pâtes tous les jours à cause de ça, il n'y a aucun problème, c'est un investissement que j'ai décidé de faire, qui pour moi est important, mais c'est quand même de l'argent qui part pour faire un podcast que vous recevez gratuitement. Tout ça pour dire que vous, auditeurs ou lecteurs de blog, vous remarquez pas forcément qu'on dépense de l'argent pour faire nos blogs de voyage, etc. Si on prend l'exemple d'un blog de voyage, la personne n'aura pas forcément le même matériel audio que moi aussi cher, mais il aura peut-être une caméra, il aura peut-être un appareil photo. Bref, de toute façon, si on veut faire du contenu, il faut avoir quelque chose de façon à enregistrer ce contenu-là. Toutes ces choses-là se payent quand même.
Donc la question du blogueur voyage, outre le fait que voilà, il prend du temps à écrire, à se renseigner, à faire des recherches et tout ça, c'est de savoir comment, au minimum, ne pas perdre de l'argent chaque année. Parce qu'on se dit bien que si il ne reçoit pas d'argent en une année, tout ce qu'il a investi est fondamentalement un trou dans son budget. Donc il va se dire comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent sur ça. Il y a plusieurs possibilités qui commencent à changer beaucoup. Il y a les bannières mais qui payent quasiment rien, les liens sponsorisés mais qui commencent vraiment à baisser parce que c'est dangereux avec Google. Et une des manières justement, c'est de faire des livres en PDF. Alors personnellement, moi j'aime bien cette manière-là, même si j'en ai pas beaucoup lu ni acheté. Alors j'ai la chance, comme je fais le podcast sur le voyage, qu'il y a de temps en temps des blogueurs qui m'envoient leurs livres gratuitement que je peux lire et ensuite j'écris un article ou pas si j'en ai envie dessus. Donc voilà, je les paye pas, mais il y en a quelques-uns qui sont intéressants. Moi je trouve que c'est une façon noble de monétiser sans arnaquer personne du moment que c'est fait sérieusement. Un PDF ou un e-book à faire, c'est quand même pas beaucoup d'heures de travail à écrire le contenu, à le formater, à peut-être trouver quelqu'un pour faire des illustrations, à mettre en place la plateforme pour le téléchargement et tout ça, ça demande du temps. Donc les gars ne vendent pas quelque chose qu'ils ont ramassé dans la rue, c'est quelque chose pour lequel ils ont vraiment passé du temps, ils ont vraiment travaillé. Donc pour moi, a priori, tout travail mérite salaire. La question qu'il faut se poser avant d'acheter un livre, c'est une question qui est très capitaliste, je tiens à le dire, mais qui est hyper important et qu'il faut jamais oublier. Combien est-ce que tu es prêt à payer pour avoir des conseils ou des informations ? Alors, réfléchis bien à la réponse, parce que toute recherche, elle a un coût. Par exemple, si tu fais la recherche toi-même en allant sur Internet, le temps c'est de l'argent. Si on prend le SMIC en France de 2014, on est à peu près à 10 € de l'heure. Ce qui fait que si pour chercher tes informations, tu prends une demi-heure, ton information t'a coûté 5 €. Si tu fais une heure, ton information a coûté 10 €, etc. Donc si tu achètes un livre PDF qui répond à tes questions pour 5 €, ça équivaut à peu près à une demi-heure de recherche. Tu sais comme moi que pour des sujets extrêmement précis, sur lesquels tu as besoin d'avoir des informations qui sont validées, qui ne datent de pas trop longtemps, ça prend du temps, généralement plus d'une demi-heure. Donc j'ai envie de dire déjà que tout livre qui répond à tes questions pour moins de 5 €, fondamentalement, même d'un point de vue strictement capitaliste, ça peut être un bon investissement. Et puis, il faut voir aussi un autre côté sur les e-books, comme j'ai dit, quand tu vas sur un blog, quand tu écoutes un podcast, tu ne payes pas le contenu. Et puis, il arrive un jour où peut-être le gars sort un e-book ou un podcast, ou je parle pas pour VoyageCast ou pour Entre Podcast, c'est pas du tout dans les projets, mais ça peut arriver, admettons que le mec fasse un e-book, voilà, de conseils. Pouvez-vous aussi vous dire, pour tous les conseils que ce mec-là m'a donné gratuitement, je suis capable de payer 5 € son bouquin, même si peut-être je l'aurais pas acheté sinon, ou ça m'intéresse pas vraiment. Mais si vous voulez, c'est une sorte d'aide aussi que vous lui fournissez pour tous les services qu'il vous a rendus avant, qu'il ne vous a pas fait payer. Il faut aussi voir ça de ce côté-là. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Point de vue de la qualité, j'en ai lu qui étaient pas très intéressants, mais c'est surtout des regroupements de conseils de blogueurs, par exemple. J'ai même participé à certains de ces trucs, mais franchement, ça n'a aucun intérêt pour le lecteur. Et d'ailleurs, ils sont souvent gratuits. C'est une manière pour ces gens-là de choper votre adresse email. Je vous disais, rien n'est gratuit. Mais certains e-books que j'ai lus sont vraiment intéressants et fournissent vraiment des informations qui sont hyper importantes. Donc pour ça, je suis pour. Je dirais qu'il y a quelques conditions avant d'acheter un e-book pour ceux qui seraient tentés. Déjà, il faut que l'e-book soit de qualité. Ça se voit quand même. Est-ce que c'est un blogueur qui est plutôt connu, qui fait des choses plutôt intéressantes? Il faut savoir aussi quelles promesses il va vous faire. Par exemple, si c'est un blogueur qui va vous promettre de gagner plein d'argent en lisant son bouquin, ne l'achetez pas. C'est lui qui va gagner de l'argent si vous l'achetez. Mais si le gars vous formule des conseils de voyage, des conseils sur un endroit en particulier, sur une technique particulière, ça peut être intéressant. S'il a déjà écrit des articles dessus, il y a de fortes chances que ce sera intéressant à lire. Ensuite, il faut que le sujet soit précis. 40 conseils pour mieux voyager, oubliez. Par contre, pour prendre l'exemple du e-book d'Aala, qui est venu dernièrement sur VoyageCast, qui a le blog Gaijin in Japan, il a fait un guide « Comment devenir prof de français au Japon ». Ça n'intéressera pas forcément énormément de monde, mais je l'ai lu, il est hyper intéressant, il est hyper précis, et sincèrement, si vous voulez devenir prof de langue française au Japon, c'est le truc à acheter. Et là, en l'occurrence, la majorité des informations qu'il donne, c'est des informations que lui-même a récoltées, puisqu'il a été prof de français au Japon de différentes manières. Voilà, moi je trouve que c'est des informations qui valent largement leur prix si ça vous intéresse. Il faut ajouter aussi que la plupart des e-books sont mis à jour assez régulièrement par les blogueurs, ce qui n'est pas le cas quand vous achetez un guide de voyage, par exemple, que vous devez racheter chaque année s'il y a chaque année une nouvelle édition, puisque ces mises à jour ne sont pas payantes sur Internet. C'est le cas, par exemple,
de Fabrice du blog Instinct Voyageur qui offre cette possibilité. Il faut que le prix soit calibré, hein. Si vous commencez à acheter des trucs qui valent 30, 40, 50 euros, c'est vrai que peut-être il faut réfléchir un petit peu avant. J'ajoute que certains blogueurs, ils vous proposent un remboursement intégral sous 30 jours si vous n'êtes pas satisfait du contenu. C'est le cas par exemple de Fabrice, encore une fois, d'Instinct Voyageur. J'ai pas été regarder chez les autres, donc en même temps vous prenez peu de risques, hein. Si le truc vous dit pas, vous demandez le remboursement, et je connais Fabrice, c'est un mec honnête, il va le faire. Donc ce qui n'est encore une fois pas le cas quand vous achetez un guide que vous détestez parce que vous trouvez finalement intéressant, vous pouvez pas essayer d'aller le rendre, hein. Dernier point, je sais pas si c'était dans ta question, mais peut-être la destination de l'argent, tu te disais oui, mais finalement payer quelqu'un pour qu'il aille en vacances, c'est un peu n'importe quoi. Moi, je m'en tape royalement de ce que font les gens avec l'argent que je leur donne. Quand je vais au cinéma, je paie les acteurs qui vont dépenser mon argent pour des filles, de l'alcool et de la drogue, ou je sais pas. Ça me plaît pas tellement, mais c'est pas mon problème en même temps. Moi, je vais payer le contenu et le reste, je m'en fiche un peu. J'aime autant payer un blogueur pour qu'il parte en voyage ou pour qu'il voyage plus longtemps que payer quelqu'un pour qu'il s'achète une grosse bagnole. Mais encore une fois, pour les grandes majorités des blogueurs, c'est vraiment pas de quoi se payer des suites ou des jets privés. C'est vraiment très secondaire comme façon de gagner de l'argent, très très incertain. Il y a quand même de la concurrence assez vache. Donc bon, s'il y a un truc qui vous intéresse, allez-y, et moi je pense que c'est bien. C'est une façon encore assez noble de gagner de l'argent, plus noble que beaucoup d'autres qu'on peut trouver sur notamment des blogs de voyage. Voilà, c'est la fin des questions de Silveric. Merci pour ces questions, elles sont super intéressantes et j'ai pris plaisir à faire quelques recherches pour y répondre. Question d'Amélie maintenant. Quel magnifique nom, Amélie. J'avais un de mes colocs qui voulait se marier absolument avec une Amélie. Raté, mais bon, sa femme est quand même sympa, donc ça va. Si elle s'appelle juste pas Amélie, c'est pas trop grave. Tu dis, moi j'aimerais bien savoir quel est ton podcast préféré et pourquoi. J'aimerais bien aussi savoir si tu prévois ce que tu vas enregistrer avant ton voyage ou si c'est au feeling durant le voyage. À bientôt. Alors à bientôt Amélie. Alors c'est dur de savoir quel est le podcast qui m'a le plus plu. J'ai fait une petite liste où je les ai pas tous notés, mais j'en ai quand même noté pas mal. Celui sur l'Afrique avec ma petite sœur, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Afrique ensemble. On y était ensemble, et je la sentais assez émue par moments parce qu'elle y est restée pendant longtemps. Donc c'était vraiment une très belle occasion, une très belle chose juste pour nous deux de discuter ensemble là-dessus, et on l'aurait peut-être jamais fait si j'avais pas fait de podcast. Ensuite il y a les 2 épisodes avec Bernard Pichon, parce que parler avec cet homme de radio que j'entendais quand j'étais petit, c'était une expérience incroyable. Puis je garde aussi un très bon souvenir de ses encouragements qu'il a formulés. C'est en grande partie grâce à lui qu'au début j'ai continué à faire VoyageCast, parce que recevoir des encouragements d'un gars comme ça, ben oui, ça fait quelque chose. Ensuite il y a celui sur l'autostop, parce que ma rencontre avec Néo, elle était assez folle, et on a parlé des heures sur plein de sujets, c'était assez énorme. Celui sur le kayak et les baleines, vous avez eu une question de Claudine il y a 2 semaines, parce que ça m'a permis justement de connaître Claudine et Michel, qui sont géniaux, qui sont au Canada, et je leur envoie de très gros bisous et je suis vraiment impatient de les voir. Ceux sur le Japon, parce que c'était un délire total avec Misaki et qu'on a, je sais pas, en tout on a dû faire 6, 7, 8 heures de podcast sur le Japon, donc c'était très drôle. Celui avec Eric Lange, d'Allo la planète, parce que ben voilà, je l'entends à la radio, c'est un homme de radio et j'aime bien la radio, et donc c'était un chouette contact avec lui. Celui sur la Colombie, surtout pour le contact que j'ai eu avec Aidé, qui est une blogueuse que j'apprécie beaucoup, et voilà, c'était une belle rencontre, et on a aussi passé des heures indécentes à discuter, c'était vraiment génial. Celui avec Clément Burel, parce qu'on a parlé de Potosi, du Machu Picchu, parce que j'aime beaucoup Clément et ses projets, hein. C'est un mec vraiment bien, et je crois que depuis la prise de contact, la première que j'avais fait avec lui jusqu'à l'enregistrement, il y a eu un poil plus d'1 année, ce qui est assez fou quand on y réfléchit, et c'est une belle rencontre, on s'est rencontrés plusieurs fois en vrai et tout, c'était vraiment génial. Celui sur la Syrie, aussi parce que Laurent Houssin, qui a le blog Asia Trek, si vous cherchez, c'est vraiment un mec au top. En plus, j'ai rencontré pour de vrai, j'ai même essayé son vélo à voile dans les rues de Bâle. D'ailleurs, bisous Lorraine si tu nous écoutes. Il est actuellement quelque part vers l'Iran, si j'ai compris, avec son vélo à voile, en direction du Japon. Et pour moi, c'est un mec qui est vraiment inspirant. Il me fait penser à un grand nounours comme il est, parce qu'il est grand comme ça, il est super gentil, il a une voix super calme. Moi, c'est un mec que vraiment j'aime bien. Vraiment, enfin, Laurent, pour moi, c'est vraiment un mec bien. Il m'impressionne beaucoup avec ce qu'il fait, avec son travail, avec ses vidéos. Voilà. Que la force soit avec toi Laurent, et gros bisous, je suis impatient de te revoir un jour. Celui avec Vol West ensuite, parce que c'était fou de parler avec lui, parce que je lis son blog depuis très longtemps et je trouve que ses idées sont intéressantes. C'est un mec qui a des convictions, on peut être pour, on peut être contre, mais j'aime les gens qui ont des convictions. Celui sur la Corée du Nord aussi, bien sûr, parce que le sujet il est déjà énorme.
Celui avec l'ami Julien, aussi un autre de la Villa Marco Polo, parce que c'est un fou et que je l'aime beaucoup. Il a toujours des projets à la con où tu te dis mais non mais sois sérieux quoi, ça va pas marcher. Et le pire c'est qu'il arrive souvent à les faire quoi, parce que justement il a cette rage en lui quand il parle, quand il défend ses idées. Et j'aime beaucoup ça, c'est aussi un mec de conviction. Je suis pas toujours d'accord avec lui, mais j'aime bien parce qu'il me prouve justement que j'ai tort sur certaines choses, parce que lui il essaye et il réussit quoi. Donc pour moi c'est vraiment un mec exceptionnel, inspirant, voilà, tout blablabla. Enfin bref, je l'aime bien. En dernier, celui avec Anne-Laure, qui collabore avec moi sur l'Anthropodcast, parce que c'est une fille que j'aime bien. On a aussi discuté pendant des heures devant des bonnes bières aussi du côté d'Albertville. C'est génial, elle a beaucoup de connaissances et elle m'a montré certaines choses dans l'anthropologie qui sont aussi intéressantes. Et bref, j'aime bien, c'était une très belle rencontre. Mais sinon, tous les épisodes de VoyageCast, ils ont un petit truc que j'aime bien. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à les enregistrer. Le feeling passe généralement très bien. Quand je regarde en arrière, j'ai eu pas mal d'invités et franchement, ça s'est bien passé. Souvent, on a plutôt le problème de trop parler avant d'enregistrer le podcast et puis ensuite après, un podcast qui aurait dû nous prendre 1 heure à faire. Finalement, on passe 4 heures à parler ensemble et finalement, c'est génial parce que c'est la preuve qu'il y a vraiment quelque chose qui passe, il y a vraiment un contact qui se fait, il y a de vrais contacts humains. Et je trouve j'espère que ça se ressent dans le podcast, ces contacts humains, ces collisions de pensées qui se passent sur VoyageCast. J'espère que ça se ressent. Mais en tout cas, quand à l'enregistrement et après, ça se ressent et c'est vraiment génial. Ensuite, tu vas poser ta question sur les voyages et le podcast. Alors moi, quand je voyage, je ne fais pas de podcast. Comme je l'ai dit avant, j'aime plutôt essayer de vivre l'instant présent et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés à faire parce que dans mon métier ou même dans le podcast, je prévois toujours les choses largement à l'avance parce que je n'aime pas vraiment l'inconnu. Et du coup, si en voyage, je dois en plus penser à faire du podcast, ça va encore plus me priver de vivre cet instant présent. Donc les choses que je fais ne sont pas préparées. Et par exemple sur les Philippines, ça a été enregistré largement après. Sur les Philippines, je dois en faire un autre, mais ce sera aussi dans quelques mois. Par exemple, les blogueurs voyage ont tendance souvent à écrire le soir quand ils rentrent à la maison ce qu'ils viennent de faire pendant la journée pour garder justement une sorte d'empreinte de l'instant présent. Moi, j'ai plus le côté analytique de l'écrivain ou du grand reporter qui va passer 6 mois dans un endroit, qui va prendre peut-être plein de notes. Je prends des notes quand je voyage, je prends des sons et tout ça. Et ensuite, quand il revient à la maison, il va s'enfermer pour analyser ce qu'il a vécu et faire son bouquin ou faire ces choses-là. Et moi, je suis plutôt dans cette technique-là, donc je ne pense pas à ce que je vais faire pendant que je suis en voyage. J'y pense après, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je veux en sortir. Et voilà, c'est le côté analytique de Jonathan. Merci en tout cas pour ta question, Amélie.